D'après une étude menée en 2013 sur les réseaux sociaux afin de savoir quel super-héros est le plus populaire, Batman arrive en haut du panier, suivi par Superman. Pour faire simple, sur 100 personnes, 35 préfèrent le Chevalier Noir, 25 l'Homme de Fer, et on descend à 12 pour Iron Man. Et cette étude me permet de rebondir sur l'importance des super-héros dans la culture populaire américaine. Des comics aux adaptations cinématographiques en passant par la télévision, on s'identifie à eux et aux valeurs qu'ils véhiculent. Mais si l'on prend la définition du Larousse pour le terme super-héros, on remarque que Batman est un cas à part. Un super-héros est un héros au pouvoir extraordinaire combattant des menaces contre lesquelles les forces de l'ordre traditionnelles restent impuissantes. Batman n'a pas de pouvoir extraordinaire. La seule chose qui est extraordinaire chez lui est son compte en banque qui lui permet de se procurer des gadgets. Néanmoins, il est le plus humain, le plus pied-à-terre et en même temps le plus sombre des personnages par rapport à ses collègues. Son passé et ses motivations sont les plus connus d'entre tous et c'est sans doute ça qui fait la différence. On adore Batman car on le connaît. Des milliers voire des millions d'enfants et de personnes connaissent et ressentent les notions de séparation, soit ce que véhicule ce personnage. Ce côté sombre et sérieux intéresse fortement le réalisateur américain Tim Burton qui doit réaliser le film Batman sous la demande de la Warner Bros. La Warner Bros qui a acquis les droits d'adaptation du personnage en 1979. Sorti en salle en 1989, Jack Napier, un mafieux qui a une liaison avec l'épouse de son patron, se retrouve trahi et livré à la police dans une usine. N'ayant aucune envie de se faire arrêter, Jack Napier fait face, mais Batman arrive. Le mafieux perd son combat et tombe, d'une façon très cartoonesque, dans une cuve remplie d'acide. Jack Napier renaîtra en Joker et sèmera le trouble dans la ville de Gotham City, en commençant par tuer son ancien patron qui l'a trahi. Batman fera tout pour l'arrêter de nuire. Deux comics ont fortement influencé les scénaristes, Dark Knight pour le ton et The Killing Joke pour la psychologie du Joker. Un personnage plus important à l'écran que le justicier. Le Joker. Un personnage emblématique de l'univers DC Comics joué par l'immense Jack Nicholson qui représente au mieux la folie. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, le rôle aurait dû être interprété par David Bowie. Mais ce dernier refusa le rôle, tout comme Willem Dafoe, Robbie Williams, et j'en passe. Pour le rôle de Batman, Michael Keaton, quant à lui, est une volonté du réalisateur. Ça n'a pas empêché la prod d'auditionner des acteurs. Beaucoup d'acteurs. Mais suite au succès de Beetlejuice sorti un an plus tôt, avec Michael Keaton qui plus est, on peut dire que la Warner a laissé une certaine carte blanche au réalisateur pour choisir son acteur. Vous aurez remarqué qu'à chaque nouvelle adaptation de Batman au cinéma, celui-ci porte un logo différent. Le logo choisi par Burton n'est pas anodin. Il provient de la période New Look, commençant en 1964, où Batman arbore pour la première fois un logo jaune sur son torse. Période où Batman redevient le justicier nocturne qu'on connaît. Avant cette période, les ventes des comics Batman n'étaient pas prolifiques par rapport à celles de Superman. Il se battait contre des aliens, il avait comme Superman son propre chien, sa propre super-héroïne, Batgirl en l'occurrence. Bref, Batman commençait à devenir un miroir de Superman et le public commençait à le délaisser. La période New Look revient aux origines du comics. Il redevient le meilleur détective du monde, il se bat contre d'anciens ennemis comme le Joker ou des criminels de la pègre. L'ambiance est plus sombre, et Burton choisit ce logo pour montrer qu'il va adapter ce personnage-là. Dans les premiers comics, Gotham City est New York, et petit à petit des évolutions vont avoir lieu. La Batcave et l'asile d'Arkham, inspirés des œuvres de Lovecraft, vont se créer grâce à cette ambiance. Au départ, Tim Burton voulait se concentrer sur le côté sombre de Batman, pas juste sur le personnage, mais sur l'univers entier qui l'entoure. Les décors de Gotham City dans ce film sortent de l'ordinaire. Nous ne sommes pas dans une approche réaliste comme le fera Christopher Nolan, mais dans une ambiance purement gothique. Et on doit ces décors au dessinateur et chef décorateur Anton Furst. Aux prémices du projet, le dessinateur s'est demandé comment un étranger pouvait percevoir New York. Il fallait réinventer la ville et ne pas faire un copier-coller. Burton ne voulait pas que le film se passe à une époque précise. Il voulait que le film reste dans son propre monde, une sorte d'univers fictif et intemporel, ce qui a donné lieu à une sorte de New York après une désorganisation des services de l'urbanisme où des bâtiments étaient construits sur d'autres bâtiments. Les inspirations de la ville proviennent en majeure partie des travaux de deux architectes, l'allemand Albert Speer et le japonais Shin Takamatsu. Les travaux de ce dernier reposent sur l'ingénierie mécanique, très présente dans le film et dans ses décors. Et ce sont au studio Pinewood qu'est tourné le film. Ces grands espaces permettent d'entreposer les gigantesques décors, mais aussi des cache-pins, c'est-à-dire d'immenses peintures jouant sur la profondeur. Gotham est une composition optique et non numérique, d'après le coproducteur Chris Kenny. Et cette ville gothique et Gotham City coexistent avec des appartements modernes et une Batcave monumentale, sans oublier les habitants qui sont toujours habillés style années 40. Soit un monde rempli d'influences et de périodes. Pour l'intemporalité, c'est réussi. Mais c'est bien beau de créer une ville pour un film, reste à savoir comment sera-t-elle filmée.
L'aspect monochrome permet tout d'abord de rendre cohérents tous ces éléments qui sur papier diffèrent complètement. En plus, cela permet de mettre en valeur certains sujets et objets grâce à la lumière, ce qui donnera au film une ambiance expressionniste, selon certains critiques. La combinaison d'Anton Furst et de Tim Burton a été une réussite, et le film gagnait un Oscar pour ses décors. Et que serait une ville sans route et sans voiture ? À elle seule, la Batmobile est bien plus qu'un gadget. Elle est une icône du Batman de Tim Burton, mais aussi un produit phare de son merchandising. Intéressé par l'accessoire le plus connu du Chevalier Noir, Ford voulait créer la Batmobile, mais demandant 6 mois pour la créer, ce qui était trop long pour la production, ils ont dû délaisser le projet à l'équipe création du film. 14 semaines plus tard, elle était prête. John Evans, qui a été derrière les effets spéciaux du film, a décidé de la faire à partir d'un ancien modèle de voiture. C'est le 3e dessinateur mais aussi le directeur artistique Terry Ackland-Snow qui s'occupa des dernières améliorations. La voiture ne fait qu'un avec la ville dans laquelle elle roule. Elle est fictive, hors du temps et parsemée de mélanges avec d'autres voitures. Et plus encore. Les phares avant proviennent d'une Honda Civic posée à l'envers et peint en jaune sous la demande de Burton. Les phares arrière proviennent d'une Ferrari. Le bouchon d'essence d'un bus londonien. Le moteur provient d'une Chevy Impala. Le pot d'échappement devait correspondre à une post-combustion des jets. L'équipe a mélangé l'essence avec de la paraffine afin que l'explosion de la combustion soit crédible. Et le système d'ouverture est inspiré d'un jet air jump puisque l'équipe avait oublié ce détail jusqu'au modelage de la voiture. Wow, cowboy de la pellicule. C'est bien sympa tout ça, mais en parlant de retombées, t'en oublierais presque que ta Batmobile de John Evans et Terry Ackland-Snow, rassure-moi, c'est ça, a été récupérée et proposée en DLC pour Batman Arkham Knight de Rocksteady sorti en 2015. Bon, je suppose que t'es pas sans savoir qu'entre 2011 et 2015, le studio londonien a développé 3 excellents jeux autour de Chevalier Noir. Et entre nous, dire qu'ils ont pas été influencés par le film de Tim Burton, ça serait un peu dire une connerie. Parce que oui, ces jeux sont un mélange d'inspiration de tous les films, et notamment ceux de Nolan, et beaucoup de points sont attirés du film de 1989. De l'esthétique de Gotham, très déstructurée, sale, faite de pierre et d'acier, très en hauteur pour jouer sur la verticalité, en passant par la mise en scène faite autour du Joker, il y a de quoi dire. Tu parlais de New York dans les premiers comics Batman comme principale inspiration pour Gotham. Ici on en est loin, et l'ambiance gothique, parfois même steampunk de la ville est claire. Et je suis pas sûr que si New York ressemblait à ça aujourd'hui, il y aurait autant de tourisme là-bas. Le meilleur exemple, ce sont sûrement les gargouilles, très présentes sur de nombreux plans du film, et réelles features de gameplay de certaines séquences des jeux. Aussi bien dans le film que dans les jeux, cette ville n'inspire pas du tout confiance. Puis c'est sans compter sur le Joker, qui tout comme dans le film, ne fait jamais une apparition qui n'est pas théâtrale. C'est simple, la mise en scène et lui, ça ne fait qu'un. Pour se défaire de lui et des adversaires du jeu, vous aurez à votre disposition des gadgets. À chaque situation, sa solution, et j'ai retrouvé dans le film cette construction-là. Chaque situation a son gadget assigné. On parle de ça, mais on pourrait aussi s'étaler sur les attaques au gaz des jeux dans la ville de Gotham, vous bloquant ainsi l'accès au sol, et faire le parallèle avec Joker et ses ballons remplis de gaz toxiques dans le film. Enfin bref, les Londoniens avaient cette œuvre de Burton en tête quand ils ont développé les 3 épisodes, ça je te le garantis. Voilà, c'est tout, et je rentre dans la Batcave, je capte plus, je capte mal, au revoir, ciao. Rapportant plus de 410 millions de dollars pour un budget de 35 millions, le Batman de Burton est un succès au box-office. Et 3 suites sont produites. Batman le Défi en 92, toujours réalisé par Burton, Batman Forever en 95 et Batman et Robin en 97, tous deux réalisés par Joel Schumacher. Mais malgré les sorties des fameux Batman de Christopher Nolan et de la future adaptation par Zack Snyder, le Batman de Burton de 89 est ancré à jamais dans la pop culture. L'équipe a réussi ce qu'elle voulait donner à son film, une œuvre intemporelle qui traverse les âges. Le célèbre thème de ce Batman, on le doit au compositeur, dit attitré de Burton, Danny Elfman. Aussi connu pour être derrière la musique du générique des Simpsons, le thème de Spider-Man de Sam Raimi, et j'en passe. Ce qui lui a valu d'être nommé 4 fois aux Oscars pour son travail. Pour information, pour ceux qui ont joué au jeu vidéo Lego Batman, le thème musical du film est réutilisé dans le jeu. Et on retrouve une variation du thème d'Elfman dans le générique d'une certaine série animée. 3 ans après la sortie du film, la série animée Batman The Animated Series est diffusée sur nos écrans de télévision. Madeleine de Proust pour certains, cette série est inoubliable pour ceux qui ont grandi dans les années 90. Et les influences du film de Burton sont bel et bien présentes. La Batmobile, les accessoires créés pour le film et redessinés pour la série, les musiques influencées par Danny Elfman, l'intemporalité de l'intrigue à travers les éléments pris dans les films noirs, l'art déco et le style purement comics, et j'en passe. Présent sur ce film et aussi dans le deuxième opus, Michael Keaton a eu du mal à se détacher du rôle de Batman, ce que l'analyse de Birdman d'Inaritu peut nous montrer. Un acteur qui a connu une grande renommée grâce aux blockbusters de super-héros, puis plus rien. Cet épisode de VHS touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, chers voyageurs.
Pour ne rien rater de l'avancée des futures vidéos, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Twitter et ma page Facebook. Merci à Simon de la chaîne Le Jeu Vidal pour son soutien et sa contribution. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous êtes aussi curieux pour les jeux vidéo. Et merci à Dimitri de la chaîne Flim pour la captation des Old VHS. Et encore merci. Merci à vous voyageurs d'être de plus en plus nombreux à être nostalgiques. Je vous dis à bientôt. Bye.